Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Pourquoi une relance juste doit être antiraciste. Mon nom est Tasnim, je suis une militante féministe décoloniale et je vais être celle qui va modérer la discussion de ce soir avec nos quatre merveilleux panélistes. Avant de vous les présenter, j'aimerais commencer par souligner que nous nous réunissons aujourd'hui, la plupart d'entre nous, sur les territoires non cédés des Kanien'kehá:ka. On les reconnaît comme les gardiens des terres et des eaux sur ce territoire. Je vous invite de prendre quelques secondes pour renouveler votre intention à s'engager dans cette discussion-là. On espère qu'elle va contribuer à la décolonisation de nos esprits, de nos savoirs, de notre rapport avec la nature, avec l'espace, avec le temps et ultimement à la décolonisation de nos sociétés. Donc, pour mettre un petit peu de contexte sur la discussion de ce soir, on est bien en contexte de pandémie et pendant ce contexte de pandémie, on a vu l'intensification de plusieurs mouvements sociaux. Black Lives Matter, on a eu évidemment beaucoup de mouvements autochtones suite à la mort de plusieurs personnes autochtones au Canada. Donc, on a aussi vu une montée de mobilisation avec l'histoire de Joyce et Chaka Khan. Et donc, une montée encore une fois du mouvement de No More Stolen Sisters. Donc, on a aussi eu plein de débats autour du racisme systémique ici au Québec. Donc, vous voyez à quel point les discussions qu'on va avoir aujourd'hui sont des discussions qui sont nécessaires, surtout parce qu'on est à une période où les mouvements environnementaux sont en train de s'intensifier et qu'il y a un manque, en fait, il y a comme une espèce d'angle mort sur les questions antiracistes, sur le mouvement de justice climatique et on va tenter aujourd'hui de mettre de la lumière sur ces angles morts. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les panélistes. Donc, on a Lourdes Nigent, qui est diplômée du collège Lionel Groulx, du programme d'études comportement humain en 2017. Lourdes se passionne des sciences humaines, notamment la sociologie, la psychologie et l'anthropologie. Aspirante sociologue, Lourdes renforce actuellement son expérience terrain en grandissant ses compétences en intervention au sein d'organismes communautaires. De plus, Lourdeny navigue ces mêmes thématiques avec des initiatives personnelles qui marient souvent son intérêt pour les arts et la justice sociale. Au courant de la dernière année, elle a pu focaliser son énergie sur deux projets précisément, dont l'environnement intersectionnel, qui est un projet qu'elle a pu enfin concevoir après plusieurs années où l'idée lui trottait l'esprit. Féministe intersectionnelle, conférencière et intervenante, elle se perfectionne sur les thématiques touchant de près ou de loin la justice sociale, la sociologie et la diversité. Donc, merci Lourdeny d'être là. Je poursuis avec Alexandra Pierre, qui est une militante et travailleuse dans le milieu communautaire depuis une quinzaine d'années. Ses expériences en recherche et comme organisatrice communautaire l'ont amenée à s'intéresser aux enjeux féministes ainsi qu'aux questions de migration et de racisme. Elle travaille aujourd'hui avec Relais Femmes, qui est un organisme féministe de liaison et de transfert de connaissances qui fait de la formation, de la recherche et de la concertation. Alexandra assume aussi la présidence de la Ligue des droits et libertés. Elle est détentrice d'un bac en anthropologie à l'Université de McGill et d'une maîtrise en organisation communautaire à l'UQAM. Je poursuis avec May. Merci beaucoup, Alexandra. Je poursuis avec May, qui est une militante à Extension Rebellion depuis sa fondation, membre du nouveau comité XR Justice Tiohtià:ke Montréal. Elle milite aussi dans le mouvement antiraciste depuis 30 ans. Avocate par profession, elle a quitté les partis politiques à cause de leur incohérence sur l'antiracisme et le décolonialisme. Merci beaucoup, May, d'avoir accepté cette invitation. Maintenant, je passe à Olipika, qui travaille au centre étudiant des premiers peuples de l'Université de Montréal. C'est une femme inuk, aussi militante et instigatrice du YIWA. Elle est aussi ambassadrice de Puamun Meshkunu. Merci beaucoup, Olipika.
Et pour finir, on a Ménélique, qui est une personne afro-antillaise queer. Il termine son baccalauréat en études des premiers peuples à Concordia et il a également étudié à l'Université de Montréal en sociologie et en intervention. Il a été directeur de campagne dans Saint-Michel durant les élections provinciales de 2018 et il a été membre fondateur d'un collectif antiraciste décolonial dans le même parti. De plus, Ménélique a travaillé pour différents projets éducationnels avec la jeunesse crie de Bay James et Inuit, Nunatsiavut, en tant que chargé de projet ou animateur. Il écrit de la poésie et a participé à plusieurs projets collectifs de l'écriture pour la justice, la réconciliation, la guérison, la réparation et l'éducation qui sont au cœur de ses valeurs. Ménélique s'est impliqué dans les débuts de La Planète s'invite à l'université LPSU, qui est maintenant la Sève, pendant les élections du printemps 2019. Donc, sans plus tarder, on va s'engager dans la discussion de ce soir. Et juste pour guider un petit peu la discussion, on aura quelques questions. Évidemment, c'est des questions ouvertes, puis on pourrait aller et retourner sur ces questions-là comme bon nous semble. On veut vraiment avoir une discussion fluide, on va dire. Donc, pour commencer la discussion, je vais vous poser la question suivante. De quelle manière militez-vous pour la justice climatique et comment voyez-vous votre rôle dans le mouvement? Donc, je pense que Alexandra, est-ce que tu aimerais répondre à cette question et ouvrir un peu la discussion? Tu peux répondre à côté si tu veux. Donc, je vais répéter la question. De quelle manière est-ce que vous militez pour la justice climatique et comment voyez-vous votre rôle dans le mouvement? Alors, merci d'abord. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je pense que je suis une des seules personnes qui a jamais milité dans un groupe de justice environnementale ou justice climatique. Moi, je milite à la Ligue des droits et libertés depuis une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans. La Ligue, c'est un organisme qui défend les droits humains dans toute leur universalité, leur indivisibilité et leur interdépendance. Elle a été fondée en 63. L'idée, c'est de faire de l'information, de la formation, de la sensibilisation sur les droits. Puis c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à la question de l'environnement. Pour nous, à la Ligue, toute la question de l'environnement est importante dans une perspective de défendre, mais aussi d'assurer les droits fondamentaux de tout et de tous. C'est vraiment l'angle par lequel on le prend. Mais pour nous, le droit à l'environnement, comme l'ensemble des droits, ne peuvent pas être détachés des autres droits qui sont le droit à la dignité, à la participation, à un revenu décent, le droit à la santé. Donc, tout ça ne peut pas être détaché. Puis, on le voit aussi dans une perspective de droit des peuples autochtones, des premiers peuples, de s'autodéterminer. Donc, c'est un peu la perspective de la Ligue des droits sur la question de l'environnement. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, évidemment, ça répond à la question. Merci beaucoup. En plus, j'ai vu que la Ligue publie de plus en plus sur justement les liens entre la décolonisation puis l'environnement. Donc, je trouve que c'est vraiment d'actualité, en fait, de faire ce genre de lien-là, étant donné qu'on essaye de rendre le mouvement de plus en plus intersectionnel. Et je pense que, par exemple, May pourrait nous parler de cet aspect-là, en fait, du mouvement de justice sociale en soi, qui est justice climatique plutôt, excusez-moi, qui est lié au mouvement de justice sociale. Donc, mais je répète la question, de quelle manière est-ce que vous militez pour la justice climatique? Comment est-ce que vous voyez votre rôle dans le mouvement? Moi, oui. Vous m'entendez? Oui.
OK. Donc, en fait, moi, je suis d'accord avec l'analyse d'Alexandra que tous les droits sont interdépendants. Et je pense que la plus grande lacune dans le mouvement environnemental est exactement parce qu'on n'a pas commencé avec l'enjeu de justice sociale qui reconnaît que tous les droits sont interdépendants. Vraiment, ça, c'est la plus grande lacune. Et je vois maintenant, surtout depuis et pendant la crise COVID, en fait, il y a beaucoup de militantes environnementalistes qui subissent des crises existentielles. Beaucoup de monde pose la question, mais maintenant, on ne peut plus militer pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens ne sortent pas, on ne peut pas. Et par contre, on voit avec les peuples racisés, les peuples autochtones, on n'a jamais arrêté de militer. Et je pense que tout ce qu'on fait comme lutte est pertinent pour lutter pour la justice climatique dans le sens où, comme Alexandra a dit encore une fois, tous les droits sont interdépendants. Mais la raison principale pourquoi c'est primordial de lutter pour la justice climatique et qu'on ne peut pas adresser la crise climatique sans reconnaître c'est quoi les causes principales qui nous a amenés à la crise. Et c'est évident, ça a commencé avec la colonisation autour du monde par les pays européens, donc les pays blancs, partout dans le monde. Et à partir de ça, la patriarchie, le capitalisme, le racisme, l'impérialisme, c'est ça qui nous a amenés à l'enfer, la promotion envers la recherche de richesse à tout prix, accumulation du capital, accumulation de richesse dans les mains des petites élites. Et ici, on ignore ça. Moi, je pense qu'on pédale sur place. On ne va jamais être capable d'adresser les crises climatiques. Oui, c'est vraiment intéressant comme perspective, effectivement, l'interrelation et l'interdépendance des droits. Est-ce que quelqu'un veut... Moi, je peux rajouter un peu sur ce que May a dit. Je pense que, tu sais, déjà, c'est quoi notre rôle dans le mouvement environnemental? C'est plus tout ça la question ou comment on est actif dans la justice sociale ou dans les mouvements environnementaux, juste pour être sûr. En tant que personne militante, antiraciste, décoloniale, la manière de comment tu t'identifies, comment est-ce que tu penses que tu peux jouer un rôle dans le mouvement actuel? Ben, je vais déjà dire comme moi, j'ai un peu l'impression que j'avais pas le choix au moment que j'ai compris qu'il y avait plusieurs réalités, si tu veux, qui nous oppressaient à la fois. Puis donc, tu sais, moi, au début, ça a commencé plus au secondaire. Je suis dans un contact avec beaucoup de personnes restées dans un système d'éducation en crumble, si tu veux. Puis c'est là que je réalisais, quand ils étaient en train de faire des coupures immenses dans nos services scolaires, nos frais, notre nourriture, que ça, pour moi, ça devenait un peu... c'est devenu la base, mais après, ça m'a permis de développer sur plein d'autres choses. Et donc, après, comprendre que la racine de tout ça était la colonisation, si tu veux. Je sais que ça va un peu de l'autre chat, du chat à un chien, mais après des années, c'est là que j'en suis arrivé. C'est que j'ai dû faire beaucoup de chemin à l'intersection de beaucoup de choses pour arriver à cette analyse décolonialiste, si tu veux. J'ai l'impression qu'on sait tout le temps. C'est pas que tu deviens militant aujourd'hui ou demain par une action. J'ai l'impression qu'on est né avec ça puis qu'on doit s'en libérer dû à la colonisation. Donc, je pense que Tasnim a eu un petit problème technique, mais bon, c'est ça. Je pense que tu peux y aller, hein, Olivia. Pardon. OK. Allô, c'est Olivia. Moi, ça fait quelques années que je suis impliquée dans les mouvements environnementaux. J'ai fait la Marche des peuples pour la Terre-Mère en Gaspésie en 2016, 830 km de marche à travers la Gaspésie pour lutter contre des projets d'hydrocarbures. Par après, j'ai été impliquée sur le conseil d'administration de la Fondation Coule pas chez nous. J'ai aussi participé à une autre marche. Pour moi, c'était vraiment important de
En fait, c'était pas important de m'impliquer dans ces groupes-là en tant que tels, mais c'est important pour moi de m'impliquer quelque part pour protéger la Terre. Puis en fait, moi, je dirais que j'ai pas vraiment eu des belles expériences dans ces groupes-là. C'est sûr que j'étais toujours la seule femme autochtone, la seule personne autochtone. J'ai jamais vu d'autres autochtones impliqués dans les milieux où j'étais impliquée. Puis, tu sais, je ressentais vraiment une pression sur moi, une pression assez intense de... On me demandait de prendre la parole, on me demandait, tu sais, d'être présente. Je sais pas, moi, j'étais impliquée pour la Terre. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pour le territoire. Mais, mettons mon expérience sur la fondation Culpa chez nous, j'étais minoritaire. J'étais la seule jeune femme autochtone impliquée sur le conseil d'administration. Puis, c'était vraiment dur de faire entendre ma voix, surtout avec des femmes dans la cinquantaine d'une autre génération qui ne comprennent pas nécessairement les réalités des Premières Nations. Ça pour dire que j'ai été vraiment fatiguée d'être impliquée dans ces groupes-là. Puis c'est là que je me suis dit, ah, mais pourquoi que les Autochtones, ils ne sont pas si impliqués que ça dans la protection de l'environnement? Puis je me suis posé la question, avec tout ce que les peuples autochtones ont vécu, on a besoin de guérison. On a besoin de guérison, puis pour moi, il y a vraiment un lien entre l'environnement puis nos peuples. Puis tu sais, je veux dire, moi, je pense pas que les groupes environnementaux peuvent gagner une cause sans les peuples autochtones. Puis pour ça, il faut que les groupes environnementaux supportent les actions faites par des Autochtones, puis qui supportent et s'impliquent à la guérison des peuples autochtones. Puis ça aussi, moi, je pense que ça passe beaucoup par les femmes. Les femmes autochtones ont toujours été beaucoup, beaucoup respectées par les hommes. Les femmes autochtones, on était des femmes matriarches, je veux dire. Puis pour revenir à ça, on doit passer par la guérison. Puis on a besoin de tout le monde pour ça. Oui, ça me fait penser justement à la perspective justement de justice climatique qui appelle à mettre au front les personnes les plus marginalisées, les peuples les plus marginalisés sur un territoire donné. Et évidemment, les peuples autochtones ici sur le territoire canadien qui sont les plus touchés. Et vraiment, le mouvement de justice climatique, ça appelle à mettre au front les personnes en tant qu'activistes et aussi les personnes et aussi leurs besoins puis leurs revendications. Donc, je comprends très, très bien les questionnements que tu as et qu'on trouve extrêmement légitimes et importants à questionner puis à apporter en tant que questionnement chez les activistes et les militants blancs qui prennent beaucoup trop de place dans le mouvement environnemental actuel. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait justement aller de l'avant avec la question? Je ne sais pas qui, j'avais pas écouté encore Lourdeny. Oui, c'est ça. Ben oui, j'avais pas encore été, mais en même temps, je trouvais ça bien d'entendre un peu le point de vue de tout le monde parce que j'ai l'impression que, juste confirmer, vous m'entendez bien, hein? OK, parfait. Mais oui, je me suis reconnue dans plusieurs points. Puis c'est ça, je vais comme les coudre un peu à ma réponse, dans le fond. Moi, ma manière de militer dans le mouvement, c'est, ben, dans le fond, c'est ça, j'ai fondé la plateforme L'environnement intersectionnel. Puis pour moi, ça partait vraiment de, tu sais, c'est un peu ce qui était dit à travers, mettons, en partie ce que Ménélique a dit, comme moi, je m'identifie en tant que féministe intersectionnelle et non en tant qu'environnementaliste. Donc, pour moi, c'est limite secondaire, entre guillemets, l'enjeu environnemental, dans le sens où, à mon sens, c'est tellement la justice sociale qui est le centre de tout ça, que ça
c'est un effet domino, puis c'est nécessaire que si on n'adresse pas ça, à mon sens, adresser ça, c'est nécessairement adresser l'enjeu environnemental, alors que ce qui est principalement vu dans le mouvement plus mainstream, donc mené par les personnes blanches, c'est limite l'inverse, on adresse l'enjeu environnemental sans s'intéresser aux racines. Puis ça, je me souviens plus qui a dit ça, mais tu sais, ça, à mon sens, c'est comme pédaler dans le vide, vraiment. Pour moi, je dirais un peu l'angle qui m'intéresse le plus pour ma façon de militer, c'est de vraiment participer à essayer de mettre en place de co-créer, dans le fond, c'est évidemment pas juste moi, mais d'assister à ce qu'on puisse co-créer ensemble des alternatives, notamment pour comment on peut consommer différemment, puis, tu sais, vraiment aller à l'encontre, par exemple, du capitalisme, etc. Puis, je sens, tu sais, ça m'a vraiment hit quand May a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui se sentaient comme un peu paralysées dans leur lutte, alors qu'au contraire, les personnes racisées, c'était comme accéléré durant la crise COVID. Et j'avais jamais comme nommer ça dans ma tête, mais c'est vraiment ça. Puis ça me fait penser à comment je pense qu'il y a, tu sais, pour moi, il y a comme cette balance aussi de c'est important que ça ne devienne pas trop un poids pour les personnes BIPOC, donc noires, autochtones et racisées, de déconstruire le système qui n'a pas été construit par nous complètement nous toutes seules, dans le fond. Fait que moi, je pense qu'il doit comme avoir un peu une balance dans le sens où, selon moi, c'est que les personnes blanches, la place qu'elles prennent trop dans le mouvement, c'est d'être de l'avant. Mais j'ai envie de les voir activement déconstruire le système qu'elles ont mis en place. Ça, je trouve que that's lacking. On voit pas assez de ça. Alors, nous, on se retrouve à comme, un peu essayer de faire tout ça en même temps. Fait que c'est ça. Je pense que pour moi, pour les personnes blanches, c'est surtout qu'elles retrouvent une place comme plus adéquate dans le mouvement, pendant que nous, on peut guérir aussi. C'est quelque chose que j'ai vraiment relate avec ce que Rika a dit, tout ça. Fait que ces personnes-là s'assurent de vraiment activement déconstruire ce qui a été mis en place par la colonisation. It always goes back to that. Là, ça en revient toujours à ça, dans le fond. Donc, ouais. Puis, tu sais, même Lourdeni, genre, tu me fais juste penser, tu sais, puis peut-être pour le public, tu sais, moi, when we talk about white people, tu sais, comme personne blanche, on peut référer à la peau, mais comme moi, principalement, je le vois, puis peut-être on le voit du même œil, mais comme dans la tête, donc dans la psyché, the mind, the spirit. Puis je pense quand on parle de climate justice, racial justice, equal justice, toutes les etc. justice, il faut vraiment penser à spiritual justice, universal spiritual justice. Puis ça, c'est des concepts qui sont souvent répétés, mais pas très bien partagés et compris, mais ça implique tellement de choses. Puis c'est pas juste en rapport avec le colonialisme, mais intrinsèquement, oui, mais bon. Puis même que si le colonialisme se renforce tout le temps, ça veut dire qu'il va toujours se récréer. Fait que t'as bien beau penser dans ta tête que c'est pas là, mais tu vas reproduire ces mêmes systèmes, ces mêmes comportements. Je me rappelle quand j'ai commencé La Planète s'invite à l'université, les premières choses, moi je suis arrivé là, j'ai dit, écoute, je pense qu'il y a un problème structurel. D'abord, c'est un problème structurel. Vous avez besoin d'une structure pour que ça soit inclusif et décolonial, un mot qui n'existait pas au Québec avant mars et qu'on a enlevé en tout cas, la connotation a bien changé, j'ai l'impression, mais bref. Puis même avant de parler de BIPOC, même avant de parler de comment on va écrire les personnes autochtones, comment on va être solidaire avec les personnes noires, etc. Fait que je suis arrivé avec la structure, puis eux, ils ont juste vu ça contre une attaque au porte-parole, une attaque pour avoir du pouvoir, que j'étais agressif, que j'étais là pour prendre la place. On a demandé à une personne autochtone, qui est maintenant mon amie, qu'on se rencontre puis qu'on essaie de rendre le mouvement diverse. Mais les deux, on s'est fait tokenize. Elle, ça lui tentait plus, puis on a arrêté. Ensuite, la même chose est arrivée avec une maintenant de mes amis noirs.
on lui a demandé de venir me dire à une rencontre de tone it down, de fermer ma gueule. Puis maintenant, on est rendu amis. Ça, c'est dans les mêmes organisations que le momentum était trop important pour qu'on prenne notre temps. Puis la décolonisation, c'est prendre notre crime de temps. Puis c'est ça que je pense que les gens ne réalisent pas. C'est really just take a damn chill pill. So, merci, Lourdonia. Oui, vas-y, Alexandra, aucun problème. Ben, en fait, je trouvais ça intéressant ce que Ménélique et May disaient, en fait, un peu tout le monde. May disait spécifiquement que pour faire ce travail de décolonisation, mais aussi ce travail de justice environnementale et climatique, il fallait aller à la cause de tout ça, qui est la colonisation. Puis je ne peux pas être plus d'accord que ça. Je pense qu'une des choses, moi, que j'aurais envie de faire, de créer ou en tout cas de répandre, c'est cette réflexion qu'on a sur notre propre histoire aussi. On voit souvent la colonisation comme donc une recherche de richesse, l'accumulation des richesses. Évidemment, tout ça, c'est vrai, mais c'est aussi et avant tout une catastrophe écologique. Puis si on ne comprend pas, d'après moi, si on ne comprend pas que la colonisation a été, je dis avant tout, mais en fait, a été tout ça en même temps, ben c'est très difficile après de faire face aux problèmes, mais aussi de faire face aux défis dont celui de la diversité. Toute l'idée de la colonisation, c'était de défricher, de faire des plantations, d'extraire des richesses. Puis pour faire ce processus-là, ça impliquait tuer des gens, marginaliser des gens, exploiter des gens. Donc, si à partir de là, on ne regarde pas ça en face, c'est très difficile, d'après moi, d'avoir un mouvement écologiste qui se veut antiraciste et anticolonial, puisque dans la structure même de la façon dont on habite la Terre, il y a cette histoire-là. Fait que si on veut si on veut donc faire face de façon, comme le disait Manélique, de façon structurelle à ce problème-là, il faut aussi voir comment ce processus-là a marginalisé les gens, les a mis de façon volontaire dans des environnements qui étaient malsains, où est-ce qu'il y avait de la pollution, où est-ce qu'il y avait de l'exploitation. Tout ça est mélangé ensemble. C'est aussi ça la colonisation, c'est cette catastrophe écologique-là. Donc, il faut prendre ça à bras-le-corps. Puis cette catastrophe écologique, c'est aussi poursuivi par la suite sous forme de racisme environnemental, notamment. Tout le monde, tout nous dit que les personnes autochtones, les personnes racisées ont plus de chances d'avoir leur territoire inondé, d'être près d'un dépotoir, d'être près d'une monoculture polluante. Donc, tout ça fait partie de ce système-là. Puis si on ne prend pas tout ça ensemble, ce défi ou ce problème va être irrésoluble, à mon avis. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que la perspective des droits, elle ne fait pas tout, là. Ça peut être aussi un peu, comment dire, un peu très détaché. Ça peut paraître parfois un peu détaché, la perspective des droits, dépendamment de comment on la prend, mais je pense que cette perspective des droits-là peut être une boussole pour comprendre l'interrelation de tous ces éléments. Oui, j'apprécie vraiment que vous touchiez aux questions de... D'abord, j'ai écouté Ménélique et Lourdonie parler surtout de allyship et d'éducation. Ça revient vraiment à la deuxième question qu'on a prévue pour le panel. Mais juste avant, j'aimerais ça aussi préciser puis suggérer
Est-ce que vous pensez que les mouvements autochtones sont plus évidemment inscrits dans le mouvement environnemental parce qu'il y a la défense des territoires, il y a la lutte contre les pipelines, il y a toutes ces luttes-là qui paraissent très liées aux luttes environnementales. On a vu avec Olipika, tu as parlé de Culpa chez nous. Comment ça se fait que pour les personnes racisées, pour les personnes noires, le lien entre le racisme et la lutte environnementale n'est pas aussi évidente. Et ça ramène vraiment à la deuxième question. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on vit du racisme dans les mouvements environnementaux? Comment est-ce qu'on le vit? Et quelle a été votre expérience par rapport à ça? Donc, j'espère que ça fait comme un lien entre notre discussion puis justement votre expérience plus personnelle dans le mouvement environnemental, on va dire, que ce soit le mouvement environnemental mainstream, dans lequel Olipika et Ménélique se sont impliqués, ou le mouvement plus global de justice climatique. Et bien sûr, May, j'ai oublié de te mentionner. Est-ce que quelqu'un veut partir avec cette question? Comment vous vivez l'expérience du racisme dans le mouvement dans lequel vous êtes impliqué en ce moment? Je peux commencer, mais en fait, cette question est tellement large. Comme Ménélique a dit, il y a des problèmes structurels. Dans l'Extinction Rebellion, un des plus grands problèmes ou défis, bon, ça pourrait être un atout si c'est bien fait, mais on est supposé d'être un mouvement décentralisé où il n'y a pas de concentration de pouvoir complètement démocratique, transparent. Mais le problème avec une structure comme ça est que quand il y a des choses aberrantes qui arrivent, ben, personne n'est imputable, personne n'est responsable. Alors, on a aussi un principe de il ne faut pas faire le shaming et blaming du monde. Alors, on ne peut pas, si on fait des critiques, on est considéré, on est accusé, même si c'est en point qu'il avait un discours raciste ou position raciste qui a été fait. Bon, on est accusé, par exemple, de s'aimer l'hostilité horizontale. Je pense que, en tout cas, donc au niveau structurel, ça crée de racisme systémique. Et en fait, il y a un an, j'ai écrit une lettre interne à Extinction Rebellion en nommant des exemples de racisme systémique dans l'organisation. Mais je pense qu'au-delà de ça, un problème qui est même plus profond est la dépolitisation du mouvement environnemental. Comme je pense que tout le monde était d'accord avec le fait que si on ne commence pas le centre de nos luttes n'est pas axé sur la justice sociale, on n'a pas de repère. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Extinction Rebellion, avec plusieurs comme la Sève, comme la planète s'invite, Parlement, Université pour le futur et tout, sont des organisations et des mouvements relativement jeunes. Donc, il y a un côté très positif dans le sens que beaucoup de jeunesse, énergie, c'est dynamique. En fait, j'ai joint le mouvement justice climatique ou environnementale parce que j'ai pensé que on peut s'informer, on peut être solidaire avec l'un et l'autre, on peut s'appuyer dans nos luttes ensemble et comme ça, on va être plus fort. Encore une fois, comme Ménélique a dit, le militantisme pour nous, les personnes racisées, pour les personnes autochtones, c'est pas un choix, c'est pas comme on se réveille puis c'est pas en fait, on est obligé d'affronter des systèmes d'oppression juste parce que, à cause de notre identité, à cause de notre position économique, à cause de nos statuts d'immigration, notre genre, etc. Alors,
et à cause du fait que, à cause de ça, moi, j'ai beaucoup, et je pense que vous aussi, on a beaucoup d'années de militantisme, on a des perspectives, on a des analyses, on a des perspectives politiques. Et ce que j'ai trouvé frustrant dans les mouvements environnementaux, c'est que les gens viennent avec aucune analyse. Moi, j'étais vraiment choquée dans les premières manifestations d'Extinction Rebellion quand les gens chantaient « La police avec nous ». J'étais en choc. Où vous étiez après chaque meurtre policier des personnes racisées ou non racisées? Où étiez-vous quand il y avait des commissions royales sur les peuples autochtones qui dénonçaient les polices de tous les niveaux envers les femmes autochtones, les peuples autochtones? Alors, je trouve que c'est ça, cette manque d'analyse politique et blesse beaucoup le mouvement. Mais je vais juste terminer en disant qu'en même temps, pour les camarades qui étaient ouverts à apprendre, moi, je suis vraiment reconnaissant pour les amitiés et les liens de travail qu'on a pu former avec les gens, avec des esprits ouverts. Mais en même temps, il y a des... Et je m'excuse, je parle beaucoup, mais j'ai aussi appris beaucoup des gens qui ont des mauvaises positions, peu importe mauvaise ou bonne position. Il y avait un blanc qui a dit, mais si au début, j'avais lu comme Extinction Rebellion appuie était contre la police, et contre la pauvreté et décolonial, moi, je ne m'impliquerai jamais. Été franche, je le reconnais pour ça, mais ce n'est pas une minorité. Il y a beaucoup de monde dans le mouvement climatique qui viennent parce que je ne connais pas la motivation. La motivation, c'est sauver la planète. Comment il fait ça sans reconnaître la destruction, tous les harms, tous les mal qu'on fait dans des systèmes toxiques? Ça, je ne comprends pas encore. Oh. J'étais en sourdine, excusez-moi. Oui, je remercie May, c'était vraiment éclairant cette expérience. Est-ce que Alexandra ou quelqu'un d'autre? Je pense qu'il y avait eu Lipika qui voulait. Oui, Lipika. Ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention quand on décide de se battre pour une cause. Il faut penser aux conséquences que ça peut avoir. Tu sais, je pense à Greenpeace, là, il y a une dizaine d'années, là, je pense, là, qui ont commencé à se battre contre la chasse aux phoques. Puis tout ça, c'est devenu vraiment gros à travers le monde. Puis les gens ont commencé à vraiment capoter avec la chasse aux phoques. Mais tu sais, moi, je fais un lien avec la justice climatique, comment que ces campagnes-là ont affecté le peuple inuit, à quel point que ça a eu des conséquences dévastatrices pour les Inuits. Je veux dire, on se bat pour l'environnement, on se bat pour des animaux, puis c'est quoi, on pense pas à un peuple autochtone qui vit extrêmement difficilement dans le nord, dans l'Arctique. Le phoque, c'était un des seuls moyens d'avoir de l'argent. Je veux dire, je suis tellement frustrée, là, je veux dire, par rapport à Greenpeace. Puis juste, tu sais, je pense aussi à la Fondation Coule pas chez nous. Juste le nom, là, il fait aucun sens. Les Québécois, ils sont tellement attachés à leur patrie, à leur langue que, je veux dire, j'ai été super mal à l'aise avec leur nom puis avec leur idée de campagne, comme faire une campagne de bière, tu sais, pour moi qui était sur le conseil d'administration, j'étais tellement mal à l'aise, mais peu importe ce que j'allais dire, peu importe si je trouvais que ça, c'était un peu une manière dangereuse de militer, surtout en tant que femme autochtone. Je veux dire, j'étais extrêmement choquée de ça. J'avais quelque chose d'autre Il y a aussi quelque chose d'autre que je vois, que j'ai vu partout, puis quelque chose qui m'a vraiment tannée, c'est
des gens qui se masquent puis qui ont des discours anticoloniaux. Genre, c'est des personnes blanches, là. C'est même pas des Autochtones qui se cachent, qui se masquent, qui font du vandalisme puis qui ont un discours anticolonial. Ça fait passer les Premières Nations, les Autochtones, comment ça? Est-ce qu'ils pensent aux conséquences que ça a aussi? Je veux dire, vous les voyez, les personnes autochtones, je veux dire, on n'a pas besoin de se masquer pour se battre pour notre territoire ou pour notre environnement, là. Parce qu'on est chez nous. Oui, franchement, c'est ce genre de discours-là et d'histoires que tu racontes, Olipika, que j'espère vont shaker les militants environnementaux, parce que c'est tellement... On parle de survie, quand tu parlais de justement la campagne de chasse à la phoque, on parle de survie, et là, on n'a même pas besoin d'aller à l'extérieur du Canada. On parle pas de la déforestation de l'Amazonie, on parle des choses qui se passent ici. On répète, par exemple, qu'il y a encore des nations qui n'ont pas accès à l'eau. On parle vraiment de questions c'est tellement comme vitaux. Et on espère vraiment que justement le mouvement environnemental mette au front ces questions-là. C'est les questions de pauvreté, les questions de justement régularisation des statuts, des questions qui touchent de façon très tangible les vies des gens, malgré ce que May disait, les jeunes sentent l'urgence climatique. C'est vrai qu'il y a un danger qui s'en vient, mais jusqu'ici, ce sont d'autres peuples qui les vivent. Et le danger qui s'en vient est un danger qu'on sent qui se présentera dans le futur, mais qui n'est pas vécu dans le moment présent. Donc, c'est très, très important de mentionner ces choses-là, de voir qui est le plus marginalisé en ce moment-là, qui est le plus affecté en ce moment-là, et quelles revendications qui doivent être centrées dans ce combat-là. Donc, merci vraiment pour ta réponse. Est-ce que d'autres personnes veulent exprimer leur expérience oui, en fait, j'aimerais peut-être rebondir, puis en fait, ça va en même temps toucher des points que tu viens d'amener, Tasnim, parce qu'au début, dans ta question, tu avais souligné, ou plutôt lancé la question de, tu sais, le lien semble assez d'emblée, entre guillemets, par rapport les personnes de culture autochtone avec l'enjeu climatique, puisque justement, c'est en lien avec le territoire. Mais souvent, c'est un lien qui semble plus complexe à faire pour des communautés comme racisées et noires. Puis ça, c'est un questionnement qui m'intéresse beaucoup, en fait, parce que moi-même, je pars de cette perspective-là aussi, parce que je pense, c'est encore une réflexion assez fraîche, donc je ne veux pas trop me tromper avec mes réflexions, mais je remarque que je pense que pour les communautés noires, si je peux parler de mes constats dans ces communautés-là, pas pour cette communauté-là, bien sûr, c'est qu'on est tellement pris dans l'urgence, dans la survie, l'urgence de la survie et tout, que je pense pas qu'on fasse même de lien avec des enjeux qu'on vit et justement différents enjeux environnementaux. Par exemple, moi, j'avais pas pensé que l'insalubrité des logements et à quel point c'est plus complexe d'avoir des logements salubres et tout. C'est intimement lié avec justement à quel point on peut être pris dans certains quartiers, puis que la ghettoisation fait partie de nous détacher de la nature aussi. Je pense que c'est quelque chose pour les personnes noires que c'est vraiment clé dans notre oppression de nous détacher un maximum de la nature, d'un environnement sain, même dans notre culture. C'est vraiment, on nous détache de ça. Je prends par exemple
j'ai fait il n'y a pas longtemps une retraite pour femmes, pour travailleuses de la santé, puis c'était toutes des travailleuses noires. Et c'était dans un chalet, puis c'était vraiment, on avait un lac en face de nous et tout. Puis je me souviens, il y avait une des bénévoles, quand on était en route, elle était un peu plus jeune. Puis elle faisait plein de blagues du genre comme ah, imagine qu'il y a quelqu'un du KKK qui vient nous prendre. Là. Fait que c'est juste à quel point le lien entre racisme et nature s'est fait directement, comme si être dans un endroit où est-ce qu'il y a de la verdure égale, ben, c'est un endroit blanc, tu sais, égal, il n'y a pas de diversité, égal, c'est ça, on est en danger à la rigueur. Fait que je trouve que ça, c'est juste un exemple d'à quel point moi, je pense que pour les personnes noires, c'est vraiment ça qui rend ça plus difficile de même penser à s'investir dans ces mouvements-là parce que, ben, c'est ça, de un, il y a l'urgence, comme je disais, puis c'est encore difficile de connecter cette urgence-là à, quand je dis urgence, je veux dire l'urgence de la survie de tous les jours, etc. Puis c'est encore plus difficile de connecter cette urgence-là à ben, le fait que, tu sais, il y a l'architecture n'est pas verte autour de nous, etc. Que, ouais. Puis, Moi, je pense que c'est surtout, tu sais, oh, excuse, mais je voulais juste comme boucler ma réponse dans le fond, comme quoi que de mon expérience, et ça, pour le moment, il n'y a pas d'autres personnes sous l'environnement, c'est intersectionnel, mais quand je côtoie, que ce soit des jeunes, des bénévoles, même l'année passée, durant la marche, ça a donné que j'ai marché avec une jeune, parce que les dons étaient perdus. Puis c'était une jeune, je pense, là je fais de mémoire, mais je pense qu'elle était d'origine indienne. Puis, tu sais, elle m'a avoué qu'il y avait un côté d'elle qui ne comprenait pas vraiment, tu sais, parce que justement, elle était elle était comme mes parents, ils doivent juste être pris dans l'urgence de faire de l'argent. C'était comme si ça ne pouvait pas être lié comme enjeu. Fait que moi, c'est ça dans mon quotidien que j'observe comme déconnexion, dans le fond. Merci beaucoup. Est-ce que Ménélique, tu veux enchaîner, surtout que tu as commencé à expliquer ton expérience au sein de LPSU? Ouais, ben, écoute, moi je peux peut-être encore ajouter à Lourdonnier, pardon, puis tu peux m'interrompre quand tu veux. Mais moi, je pense juste, as Black people, en tant que personne noire, je pense j'ai de bons mots en anglais, mais on porte beaucoup de spiritualité en nous, comme chaque être humain, mais la nôtre, elle est forte à cause de tous ces événements, je dirais. Je ne dis pas qu'elle pas porte une autre, c'est pas une balance, c'est bien mon point de vue là-dessus. Puis je pense que les colonisateurs ou la colonisation ont bien compris que nous arracher du territoire, c'était leur plus grande force. Nous arracher de nos liens solidaires, par exemple, avec les personnes autochtones, comme ça fait 500 ans que nous aussi, on est ici sur ces territoires-là, et qu'on parle aux communautés, qu'on vit avec les communautés, qu'on est solidaire avec les communautés, ces histoires-là sont effacées tout le temps. Fait qu'on nous fait à croire que c'est toujours nouveau. Puis, je pense que ça serait aussi là le rapport. J'ai vraiment avec cette idée que le territoire, c'est pas à nous, qu'on peut pas en prendre soin, qu'on le comprend pas. Puis, je pense que t'es pas obligé de nécessairement être dans le fond du bush pour avoir cette connexion-là avec le territoire. Je pense on comprend bien nos conditions, puis qu'on voudrait bien s'en libérer, mais quand, quand ton territoire il est à l'autre bord de l'océan, puis tu peux pas vraiment y aller parce que tu es coincé ici, puis aller là-bas, qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas. Ce serait ça que j'ajouterais là-dessus. Ah, super. J'aime vraiment beaucoup les liens qui sont faits en ce moment. Pour revenir au questionnement de Lourdonnier, les conditions justement difficiles qui sont vécues par des personnes issues de l'immigration sont fortement liées justement avec les questions de justice climatique parce que comme on a été dit, comme il a été dit par Alexandra et May, etc., les populations issues de l'immigration et issues de peuples colonisés ont été complètement exploitées, leurs terres et leur corps. Donc, je pense que de plus en plus, il faut faire ces connexions-là. Il ne faut pas juste voir les terres comme étant les seuls à être exploités, mais les corps aussi ont été exploités. Et c'est ce qui fait qu'on est pris dans
des cours de vie qui sont tellement excessivement épuisants, qui font en sorte qu'on n'a pas le temps de s'impliquer, qui font en sorte qu'on doit toujours courir derrière l'argent. C'est des récits de vie qu'on entend à tous les jours de personnes issues de l'immigration qui sont tellement dans des conditions de vulnérabilité accrue. Puis ça me jette dans la troisième question, si vous permettez. Est-ce que tout le monde a pu répondre ou partager son expérience sur le racisme dans les mouvements? C'est pas tant sur l'expérience que il y a des choses que des personnes autour de la table ou de l'écran qui ont dit, qui m'ont interpellée, là. Notamment au début, mais qui disait l'environnement ou la question environnementale, c'est une question éminemment politique. Puis j'avais juste envie de dire oui, c'est éminemment politique. Je pense qu'une des ça l'a toujours été d'ailleurs, puis je pense qu'une des choses qui fait que il y a une déconnexion entre peut-être les mouvements environnementaux puis les mouvements de justice sociale, c'est cette tentative de dépolitiser, mais non seulement de dépolitiser, mais de séparer ces choses-là. Quand Lourdeni, tu disais, moi, l'expérience que j'ai ou la perception que j'ai des communautés noires, c'est que elles sont tellement dans l'urgence qu'elles n'ont pas nécessairement le temps de se pencher sur l'environnement. Moi, je pense que ça fait partie, un peu comme le disait Ménélique, des processus de détachement, en quelque sorte. Je pense que se battre pour le droit au logement, se battre pour ne pas avoir un dépotoir ou pour ne pas avoir évidemment des pipelines qui passent sur son territoire ou pour pouvoir avoir des services municipaux qui ont de l'allure, ça fait partie des luttes environnementales parce que, mais que le mouvement environnemental détache ces différentes parties. Puis il détache, moi j'adore l'histoire, je trouve que ça nous apprend beaucoup. Puis ça fait longtemps que ces enjeux-là sont détachés. Les premiers parcs nationaux en Amérique du Nord au 19e siècle sont basés sur l'idée que une certaine élite blanche, on peut penser, en fait, essentiellement des hommes blancs trouvaient que la ville était un environnement malsain, qu'il y avait... c'était trop pollué par les industries qu'ils avaient eux-mêmes mis en place, qu'il y avait trop de Noirs qui voulaient l'égalité puis la liberté, qu'il y avait trop de pauvres qui voulaient s'organiser pour améliorer les conditions de vie, à la fin du 19e siècle, les femmes commençaient à réclamer leur place dans l'espace public. Ils se sont dit, le seul espace qui nous reste, c'est la nature pour qu'on puisse s'épanouir puis affirmer notre virilité. Et ils ont créé les parcs nationaux sur cette base raciste, sexiste, colonialiste, en disant on va s'accaparer ce territoire-là pour se confronter à cette nature sauvage. Puis cette nature sauvage, ça voulait dire créer des parcs, puis tasser les Autochtones, s'accaparer ce territoire. Fait que tout ça, c'est politique. C'est comme ça que les grands parcs nationaux, les réserves naturelles en Amérique sont nés. Donc, à partir de ces deux idées-là, sauvegarder la nature comme pour elle-même, puis pour que certains puissent en jouir, puis l'admirer à loisir, mais aussi le protéger contre ces autres qui étaient en train de l'endommager, la dénaturer. Fait que c'est aussi pour ça qu'on ne se sent pas nécessairement bien dans des espaces naturels qui n'ont pas été construits, ça a carrément été construit pour nous, ou qui ont été même construits dans le but explicite de nous rejeter. Fait que c'est clair que quand on sépare ça, puis que ça fait des années, tu ne te sens pas nécessairement tu te sens pas nécessairement bienvenue dans un mouvement écologiste qui prône la conservation, qui prône d'arrêter la chasse aux phoques parce que pour eux, c'est comme deux choses différentes. Les phoques, c'est fait pour être regardé et admiré, mais qu'on ne fait pas partie de cette nature et de cette terre qu'on habite. Fait que pour moi, tout ça est lié. Puis
d'où l'importance de politiser cette question écologique, puis de faire en sorte que ces rapports de pouvoir-là, sur la manière dont on perçoit, on construit, on comprend la nature, soient explicites, puis qu'on puisse les travailler ensemble. Merci vraiment beaucoup, Alexandra, pour ce moment d'histoire. Et je pense que ça fait un lien avec notre troisième question, parce que clairement, le mouvement environnemental actuel ne va pas gagner en n'étant pas antiraciste, en n'étant pas décolonial, parce que tout ce processus de greenwashing actuellement, toutes ces solutions, ces fausses solutions qui vont encore plus marginaliser et faire souffrir les populations déjà vulnérables ne vont pas réussir à changer le climat, ne vont pas réussir à sauver la planète. Ils sont ouvertement exclusifs et ne vont pas bénéficier à toute la population mondiale. Donc, on voit très bien à quel point ces solutions-là pour sauver sa peau sont égoïstes et racistes, profondément racistes. Et donc, ma question pour vous, c'est comment est-ce qu'on peut rendre le mouvement actuel plus antiraciste et comment le rendre plus décolonial? Et si vous pouvez répondre à la question, c'est quoi la différence entre un mouvement antiraciste et décolonial? Qui veut se lancer? Je peux commencer. Je ne sais pas à quel point, moi, j'ai plus hâte d'entendre la réponse à la différence entre décolonial et antiraciste. Mais il y a quelque chose qui était à mon esprit et que j'arrêtais pas d'oublier de relancer, qui, à mon sens, se rejoint directement avec cette question-là. Pour moi, le premier step pour dans le langage, dans l'angle surtout par rapport à la justice climatique, c'est quelque chose que justement on aimait souvent et tout, c'est de ne pas parler du futur. Dans le sens que j'ai l'impression que souvent un des résultats du fait que l'enjeu environnemental soit dépolitisé, c'est qu'on a peur d'un futur catastrophique et tout ça, comme si en ce moment tout allait bien. Puis j'ai l'impression que quand on dit justement en ce moment tout va bien, ben, on parle de quel angle? Déjà, on exclut d'emblée les communautés du Sud, les communautés au Nord aussi. Et aussi tout ce qui est justement la création des espaces, donc la ghettoisation, etc. Fait que moi, je pense que ça, c'est vraiment un des trucs qui vient me chercher quand on présente l'enjeu environnemental comme on a peur du futur, parce que je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir peur du futur, mais j'ai l'impression que ça parle déjà un peu de notre angle, qu'on ne pense pas à tout le monde, dans le fond, de quelle réalité on craint, dans le fond. C'est un très bon tip, merci beaucoup. Effectivement, ça nous permet de voir qui sont affectés en ce moment et de focuser sur ça plutôt que imaginer une catastrophe future, même si ce n'est pas un futur si lointain et que les jeunes ont le droit et c'est légitime pour eux de penser comme ça, de cette manière-là, s'ils ont 15-20 ans. Mais dans ces jeunes-là, il y a des personnes racisées, il y a des personnes autochtones et leurs besoins et revendications doivent vraiment être centrés. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette énorme question? Comment rendre le mouvement actuel plus antiraciste? Ça serait peut-être plus court, mais je pense qu'il y a juste vraiment... il y a un grand travail d'éducation à faire, puis on sait bien que j'aimerais bien que ça soit ground up, puis j'ose l'espérer, donc ça commence par la base, puis ça va vers le haut, mais actuellement, j'ai l'impression que les ressources sont mobilisées pour tout le contraire et tout le temps. Donc, au niveau de la base, qu'est-ce qui déjà peut être fait par alliés, ou je ne sais pas plus comment on les appelle maintenant, là, mais c'est déjà de donner plus de plateformes, donner plus de ressources. Oh! Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Excuse-moi. Non,
Non, mais déjà, donner plus de plateformes, donner plus de ressources, s'éduquer, aller voir. Tout existe déjà. Toutes les recommandations sont déjà là. Tu sais, juste au niveau des enjeux sociaux, ils existent déjà. Puis juste rappeler aussi que je pense que s'il y a quelque chose de constant, c'est vraiment ces mouvements-là. C'est juste la mouvance en général. Donc, si moi, je suis capable d'apprendre quelque chose et bouger et changer, on peut tous faire la même affaire. Donc, c'est peut-être plus pour ça que je vais dans l'angle de l'éducation. Donc, merci. Euh, ouais. Mais pour moi, évidemment, un mouvement écologiste décolonial et antiraciste, ça va ensemble, mais je pense qu'il ne faut pas il faut pas réfléchir comme si les choses allaient de soi. Je pense que si pour moi ça va ensemble, je crois qu'on peut être antiraciste sans être antidécolonial, puis qu'il faut réfléchir aussi à cette posture-là. Le racisme, c'est le fait que sur la base d'une idée, d'une catégorie sociale de race, qu'on soit traité de façon inégale, qu'on ait un pouvoir inégal dans un mouvement, dans une perspective de justice environnementale et de justice climatique. Les personnes, je vais prendre mon exemple, les personnes noires peuvent avoir un traitement égal et peuvent avoir un pouvoir égal dans un système qui continue l'exploitation de la terre ou qui freine ou n'est pas complètement engagé dans un changement de paradigme dont on parlait tout à l'heure. Fait que pour moi, être antiraciste, oui, mais ça vient avec l'idée d'être décolonial, c'est-à-dire de repenser entièrement à l'agencement ou à nos relations avec les êtres humains, la terre, même si j'aime pas détacher ces deux choses-là, mais les êtres humains, la terre, les êtres vivants et non vivants. Donc, c'est pour moi, être décolonial, c'est revoir sur son territoire, là, sur le territoire. En ce moment, on est sur des territoires non cédés. Donc, à part de ce territoire-là, de revoir, de repenser et de mettre en action cette façon de repenser nos relations avec les êtres humains, les êtres vivants, les êtres non vivants et avec la Terre. Pour moi, c'est ça, être décolonial. Puis, c'est pas quelque chose d'abstrait et d'universel. Il faut vraiment le faire sur le territoire dans lequel on est. C'est différent de mener ces luttes-là ici sur le territoire nommé Québec que dans les Caraïbes, que dans un pays du Maghreb ou dans un pays d'Asie ou dans une région même d'Asie. Donc, il faut être ancré. Je pense que là-dessus, les peuples, les 11 nations autochtones qui sont sur ce territoire-là sont les premiers à pouvoir nous apprendre quelque chose là-dessus, sur la décolonisation, sur comment penser autrement ces relations-là, puis qu'on devrait écouter à partir de ces expériences et de ces connaissances-là sur ce territoire-là. Merci beaucoup, Alexandra. C'est nécessaire de mentionner aussi que les personnes racisées, noires, issues de l'immigration participent à une colonisation et que par nos actions, par notre mode de vie, on peut nuire aux luttes autochtones, on peut contribuer à la colonisation. Et donc, c'est pour ça que je donne un type en ce moment, mais c'est pour ça que j'avais séparé les deux et que je voyais une différence et je voulais vraiment vous écouter par rapport à ça. Donc, quel est notre positionnement en tant que personne noire ou racisée, mais non blanche et non autochtone dans cette lutte-là? Et je crois bien que selon justement notre statut et nos origines, notre statut social, on va dire, on a chacune un positionnement dans ce mouvement de justice climatique et un rôle et une responsabilité. Donc, je poursuis. Est-ce que Lipika, tu aimerais nous donner ta perspective sur... Ah, excusez-moi, j'ai pas vu ton... OK, Ménélique, vas-y. Ben, moi c'est juste peut-être un petit genre linguistique révision, tu sais, comme moi, en tout cas, en tant que puis ça, je pense qu'il y a le consentement dans le monde académique entre les personnes BIPOC,
Mais en tant que personne noire, bouger, Afro-Indigenous, bouger d'une place à l'autre, ou réfugié, habituellement, on participe à la colonisation, on devrait dire instigateur, ou qu'on est colonisateur, point, ou un settler. Genre, moi, je trouve que ça ne s'applique pas. Puis, ça peut venir des fois borderline un peu. Ça peut trigger des choses, par exemple. Mais en vrai, la prise de conscience de participer ou non à la colonisation, ça, je pense que c'est important, noir ou non, peu importe d'où tu viens, etc. Donc, voilà, comme on participe, tout le monde participe à la colonisation, BIPOC ou non. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça en considération quand on parle de ça. C'est pas juste les Blancs, c'est pas juste les Noirs, c'est bon. Anyway, merci. Oui, exactement. Merci beaucoup pour cette spécification. J'aimerais vraiment vous entendre sur justement sur cette distinction-là. Est-ce que quelqu'un va embarquer dans la question? Peut-être je peux la rappeler. Comment est-ce qu'on peut rendre le mouvement actuel plus antiraciste et plus décolonial? Si vous voyez une différence entre les deux, on vous écoute. Qui veut se lancer? Je peux aller. Surtout parce que Alexandra a déjà exprimé beaucoup de mes pensées concernant la différence entre antiracisme et... Vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, ben, je vais continuer mon intervention. En bref, je pense que... et l'autre chose est que tantôt, Alexandra, toi, tu as mentionné, il y a comme 2 interventions, comment il y a un schisme entre la politique et le mouvement environnemental. Moi, je trouve qu'au niveau de la décolonialité, il y a encore des schismes à l'intérieur des schismes. Parce que je vois très souvent que, par exemple, oui, les environnementalistes, c'est plus facile pour eux de faire la connexion entre pipeline sur des territoires réserves autochtones et la destruction d'environnement. Donc, là, quand quelque chose comme ça passe, c'est facile pour eux de se mobiliser. Mais quand on parle des femmes et filles meurtres et assassinées, disparues, quand on parle de manque d'accès à l'eau potable, quand on parle des logements inadéquats, c'est dommage, mais on ne mobilise pas. Et je pense que l'approche envers la décolonialité, ça doit commencer, pour moi, c'est très simple, land back. Parce que si tu lis l'histoire de la colonisation, c'est 500 ans de manipulation et guerre et tuerie pour arriver à comment voler, détruire, ramasser la terre des peuples autochtones. Alors pour moi, ça commence là, land back, on reconnaît que nous sommes ici comme invités et il faut partager la pensée et apprendre la pensée et la valeur et culture des premiers peuples qui n'ont pas ce concept destructif, positif. Ça, c'est à moi. Moi, je vais accumuler telle chose. Je vais déplacer les autres qui ne font pas mon affaire. Et une fois qu'on commence avec cet objectif, mais il faut aussi valoriser que ce sont les premiers peuples qui sont les custodians, qui gardent la terre, qui sont keepers, les défendeurs de la terre. Et il faut qu'ils soient en santé, il faut qu'ils soient dans les communautés dynamiques qui multiplient et où on peut apprendre. Alors, il faut apprendre à avoir une approche globale, holistique. Je m'excuse, Ulrika, peut-être je parle trop dans un domaine où je connais pas, où j'ai pas beaucoup d'expérience, mais selon mes observations dans le mouvement environnemental et de ce que lit historiquement, politiquement, à mon avis, ça c'est la conclusion où j'arrive au niveau de, OK, comment est-ce qu'on peut
commencer à construire un mouvement pour la justice climatique qui est centré sur la décolonialité. Et je suis aussi d'accord avec Alice en tant que pour l'antiracisme. Bien sûr, il faut que, en fait, on peut avoir un antiracisme libéral. Hein? On peut dire que oui, sur la plante formelle, logique, on est tous égaux. On va faire en sorte qu'il n'y a pas de concentration de pouvoir, mais je pense qu'un antiracisme progressiste va adresser les inégalités économiques parce que c'est là où je peux voir si quelqu'un a de pouvoir sur moi ou non. C'est l'accumulation du capital et c'est le partage. Alors pour moi, et dans le mouvement environnemental, il faut aussi reconnaître bien des privilèges et finalement arrêter de demander « Oh, mais pourquoi? » En fait, moi, je ne fais même plus d'excuses. Pourquoi il n'y a plus de chinoises dans le mouvement environnemental? On a nos propres problèmes. On a, comme plusieurs de vous a mentionné, on a vraiment plein de nos défis. Et je pense que aussi, quand on fait la lutte contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'impérialisme américain, nous faisons déjà nos parts pour lutter contre le changement climatique. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans les mouvements de Blancs que nous ne faisons pas la lutte climatique chez nous. Moi, je pense que les gens doivent être prêts à laisser aller. Les gens s'assoient dans leur confort, dans leurs privilèges. Puis ces gens-là doivent être prêts à laisser aller les choses. Tu sais, moi, je pense souvent à ça, je me dis, pourquoi il y a tant une séparation entre les Blancs et les Autochtones? Pourquoi il ne s'est jamais rien passé? Plus d'action venant des Blancs. Je veux dire, je ne peux pas croire que tout le monde manque de sensibilité. Moi, si j'étais sur un territoire qui ne m'appartient pas, puis si j'étais au courant de l'histoire coloniale de ce pays-là, de cette place-là, oh my God, que je serais pas bien dans mes culottes, là. Je me sentirais tellement pas bien. Impossible que je puisse habiter un territoire qui a été colonisé puis que je fasse ma vie en ignorant ça. Mais, j'ai un problème de téléphone. OK. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Mm-hmm. Non, je pense que les gens sont tellement attachés à leur petite vie, leur petite famille, leur confort, leur privilège que... Mais tu sais, idéalement, c'est ça, c'est land back, redonner le territoire. Redonner l'espace qui ne vous appartient pas, tu sais. Mais non, mais t'es vraiment bonne, mais ce que tu as dit, je pourrais pas dire mieux. Ça passe, oui, par l'éducation, tu sais, lire le rapport sur les femmes, excusez-moi, autochtones assassinées disparues, le rapport du comité Vient. Récemment, il y a la PNQL aussi qui a sorti quelque chose. Puis, si vous voulez entendre les Premières Nations, les Autochtones, offrez-leur une compensation parce que demander à quelqu'un de travailler pour vous sans offrir une compensation, ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, récemment, on m'a demandé d'écrire sur un blog. En tout cas, moi, j'ai Greenpeace, OK, puis je parle de eux, puis je suis même pas gênée de le dire, là. Ils m'ont demandé d'écrire sur leur blog, puis je suis comme, jamais, mais jamais je vais faire ça. Ils m'ont même pas rien à faire, là, comme si en plus de toute l'histoire coloniale, de l'éducation qu'on doit faire, je veux dire, nous, les peuples autochtones, on vit encore des traumas intergénérationnels, puis c'est déjà super difficile de vivre à Montréal en tant qu'Autochtone, d'étudier dans une université en tant qu'Autochtone. Juste, la vie en tant qu'Autochtone n'est pas facile. Puis en plus, il y a des gens qui veulent nous entendre puis veulent nous tirer de l'énergie, comme
pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Là. Peut-être un ajout, moi je dis toujours, you give power, you choose who you give power to. So, si par exemple, je décide de regarder TVA Nouvelles tous les soirs, Radio-Canada, aller chez moi et je donner pouvoir à mon petit portefeuille, mon économie, mon travail, ben, ça va être ma vie. Mais si je décide de faire le contraire, m'informer par Aboriginals People's Television Network, lire plus, aller m'éduquer sur quel territoire je suis, quel traité je suis, par exemple, ça c'est le cas pour plus des Premières Nations, moins que dans le Grand Nord. Mais apprendre sur tes traités, ça aussi, c'est ta loi. On dit toujours la loi, t'enfreignes la loi, mais les traités, c'est une loi aussi que tu dois respecter pour vivre ici. C'est ta légitimité pour être sur ce territoire-là, par exemple. Là, je dis dans mon cas ici à Montréal. Donc, c'est ça. On pense souvent que le Nord, c'est tellement loin. Tu sais, moi, quand j'étais à Montréal, je me disais, oh my God, le Nord, c'est tellement loin. Quand je suis dans le Nord, je me dis, oh my God, le Sud, c'est tellement loin. Mais je veux dire, quand on y pense, là, genre, les effets du réchauffement climatique, c'est qui vit les conséquences en premier? C'est les gens dans le Nord. À un moment donné, OK, là, si ça continue comme ça, là, avec tous ces feux de forêt-là, les inondations qui s'en viennent, c'est où que tout le monde va aller? C'est dans le Nord. Tu sais, quand tu y penses, là... Effectivement. On est connectés. On est loin, mais on est tous connectés. Tout est interconnecté. Fait que, tu sais, quand on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous, il ne faut pas oublier que tout est connecté, puis il faut s'intéresser à ce qui se passe loin de nous. Puis, moi, vas-y, Lourdani, vas-y. Mais je voulais juste ajouter, parce que bon, je ne sais pas à quel point vous me voyez comme hit praise là, pendant que Olivia parlait, mais je voulais juste ajouter dans le fond, parce que c'est ça, toute la question du confort, là, c'est très important. Puis, à mon sens, comme je pense que ça, justement, c'est intimement lié avec... Ben, honnêtement, c'est ce que je voulais ajouter, mais en plus, c'est ça, I guess, on est connectés, là. Mais toute la question de la propriété, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps sur l'environnement institutionnel, une publication qui discutait un peu de ça et tout. Puis, je pense que pour moi, un mouvement décolonial, ça passe par aller à l'encontre de... beaucoup des codes en lien avec la propriété. Donc, tu sais, ça, c'est à moi ou c'est chez moi, c'est mon territoire, nanana. Parce que c'est beaucoup des codes qui ont été construits sur le dos des peuples autochtones et des peuples noirs. Tu sais, les personnes noires étaient des propriétés, puis c'était justement aussi une façon pour arracher les territoires aux personnes autochtones. Fait que je pense que c'est vraiment important que pour que le mouvement soit plus décolonial, c'est aussi d'accepter qu'il va y avoir un inconfort. Tu sais, je pense par exemple à, c'est peut-être pas inconfortable pour tout le monde, mais dans le sens qu'il va vraiment falloir que des personnes et des mouvements, des groupes acceptent que non, mais justement, c'est directement ce qui est à toi qu'il faut que tu acceptes de déléguer, puis de prêter, de passer, de donner à des causes. À mon sens, ça fait partie d'un angle décolonial aussi. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour vos insights. C'est vraiment très intéressant. Puis ça répond vraiment à la question qu'on a choisie pour intituler la conférence. Et oui, j'allais dire Tasnim. Je me dis comme pour moi encore, quand on parle de colonialisme, décolonisation et tout, puis ça, c'est répété souvent, puis j'ai lu ça, puis j'aime bien ça, c'est que je trouve toujours que c'est mystérieux pour moi. Ça reste encore incompréhensible. Genre, je sais que là, le mal est fait, les violences continuent d'être faites, mais je comprends pas qu'est-ce qui peut se passer dans l'esprit pour qu'on puisse faire des choses aussi violentes pendant une aussi longue période de temps. Donc, moi, c'est vraiment qu'on se pose la question pour ceux qui ont des ancêtres que ça fait 500 ans que la colonisation, c'est leur mode de vie spirituel. Posez-vous la question. Ça, je pense, c'est un gros step forward avant de vous impliquer dans quoi que ce soit. Donc, yeah. Merci, Tasnim.
Non, merci à toi. Franchement, je pense que ça va nous emmener à la question qui est plus sur une bonne note. La dernière question que j'ai à vous demander, c'est comment est-ce que vous vous sentez supporté dans vos projets? Donc, comment est-ce que vous imaginez que le succès de vos projets va amener à votre épanouissement, disons, dans une transition juste dans l'avenir? Comment est-ce que vous sentez que vos projets vont aboutir? Et là, je vous demande de vraiment imaginer, parce que c'est difficile en ces temps-là, on voit qu'il n'y a pas tellement de succès, malheureusement, puis beaucoup de résistance. Donc oui, j'aimerais ça vous écouter vos projections. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? May? Moi, j'allais dire Lourdani. Je te voyais, j'étais comme, allez. Parce que Lourdani, je sais qu'elle n'aime pas aller en premier. C'est pour ça que je dis, May, c'est mon choix safe. Ah non, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais dans le fond, la question, c'est de rêver un peu à où est-ce que je verrais mon implication se rendre, dans le fond, c'est ça? Oui, absolument. Ben, si la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je pense que c'est, pour moi, comme ça me rejoint vraiment pas les structures, OK? Donc, tout ce qui est travailler en commun avec la politique, la classe politique et tout ça, je dis pas que il n'y a pas des outils qui pourraient être pertinents à aller chercher, mais c'est absolument pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer à l'établissement de structures structures entre guillemets, là, de médiums qui permettent de faciliter l'union de la collectivité, dans le fond. C'est hyper quétaine, là, mais c'est vraiment sincère. Comme moi, à travers les différents événements que j'ai créés, tout ça, c'était jamais comme... Des fois, limite, c'est problématique. Il faudrait que j'aille plus les réflexes d'aller chercher des ressources, tu sais, mais ça, c'est une autre question. Mais moi, ce que je trouve tellement beau, c'est de voir quand, tu sais, exemple, il y a un atelier, puis là, il y a des gens ensemble qui sourient ou qui réfléchissent à... Tu sais, ça dépend toujours de c'est quoi les événements que j'ai créés, là, mais... Fait que moi, mon rêve, ce serait de continuer à créer comme des... Parce que pour le moment, ce type d'événement-là, c'est très ponctuel. Fait que j'aimerais ça qu'éventuellement, ça soit déjà moins individuel. Fait que, tu sais, comme pour le moment, je suis seule, mais que ça grossisse en nombre. Puis aussi que ça grossisse comme, tu sais, que les modiums soient moins ponctuels, puis que ce soit vraiment comme, tu sais, par exemple, il y a un centre, l'environnement intersectionnel, que tu peux aller faire XY, tu sais, comme de façon régulière pour que ce soit plus simple, que la collectivité se rejoigne, que des ateliers comme ça aient lieu quand ce sera plus possible de se revoir en personne, etc. Parce que c'est ça, c'est vraiment ça, je pense, la force de nos mouvements, là, c'est la collectivité. Fait que, puis je vois, on voit et on a nommé depuis tout à l'heure comment l'histoire essaie constamment de cacher les moments où les gens ont été collectifs et où on a été ensemble. Mais justement, je pense que s'ils le cachent, c'est parce qu'ils savent à quel point ça a de la puissance. Fait que c'est vraiment ça. C'est beaucoup de mots pour dire que j'aimerais vraiment comme que ça puisse devenir un pilier qui permette à ce que la collectivité se réunisse pour aller à l'encontre de les codes qui sont déjà en place qui causent beaucoup de tort, dans le fond. Merci beaucoup, Lourdani. J'ajouterai à la question comment est-ce que vous vous sentez comme supporté dans vos projets, puis comment est-ce que vous voyez que le support dont vous bénéficiez, disons, par des alliés blancs ou autres,
va contribuer au succès de vos projets puis qui va mener à votre épanouissement. Donc, est-ce que, par exemple, est-ce que toi, Lourdeni, tu reçois le support? Est-ce que tu penses que les personnes qui gravitent autour de toi comprennent bien ce qu'est le concept d'allyship? Puis, comment est-ce que tu prévois ce que ça contribue justement à la justice climatique? Tu n'es pas obligé de répondre si tu veux. On peut passer à... Mais si tu Mais veux... je vais y penser, je vais y penser. Super. Sur un niveau comme micro, dans l'organisation de mon travail, pas mon travail, mon militantisme, moi, je pense qu'une chose qui pourrait me supporter, c'est j'aimerais que les gens ne restent pas silencieux quand il y a comme des attaques racistes ou autres, disons, contre moi ou contre des autres minorités. Et ça arrive très, très souvent. Les gens ne sont pas à l'aise que tu as critiqué telle personne pour sa position. Puis ensuite, c'était que, OK, défends-toi. Une autre façon que le mouvement a géré comme des différentes prises de position et d'essayer de dire, oh, mais ça, c'est votre problème personnel. Des fois, je vais nommer vraiment une différence politique, mais on va me dire, mais allez parler avec cette personne parce que vous avez quelque chose entre vous-même et ça banalise des problèmes fondamentaux politiques qui arrivent dans le mouvement. Alors, j'aimerais avoir plus de reconnaissance que quand quelque chose appartient sur le lieu politique. Bon, on fait le débat, peut-être j'ai tort, mais il faut discuter en collectivité. Ma vision, ma rêve, je suis d'accord, j'ai le même rêve que Lourdeni. Vous avez exprimé comme une collectivité de travail, de concertation. Moi, j'ai appelé ça la convergence des luttes. Quand j'ai commencé le militantisme, j'étais à McGill et c'était pendant la lutte anti-apartheid sud-africain. Et la communauté québécoise était vraiment très, très réseautée, très, très organisée autour de cette lutte, puis c'était sectoriel. Mais en même temps, c'est à cause de mon première expérience militante où j'ai appris comment, à l'époque, on a dit qu'il y a deux solitudes, parce qu'avant qu'on a fait n'importe quelle action, conférence, rencontre, il faut faire le débat français ou anglais, est-ce qu'il y a de traduction? On n'a même pas parlé de peuple autochtone, presque jamais. Maintenant, on a évolué, mais en même temps, le plus que j'ai évolué, le plus que je implique dans les autres luttes, par exemple, contre la loi 21, pour contre la pauvreté, etc., je remarque comment Montréal, Québec ont comme une multiplicité des solitudes. Mais par contre, comme tout le monde a constaté, sont les mêmes, nous sommes tous blessés, opprimés par les mêmes causes, le pouvoir, la suprématie blanche, le colonialisme, et imaginez si on peut se consulter entre nous, qu'est-ce qu'on peut accomplir. Alors pour moi, c'est ma vision d'un projet et j'apprécierais beaucoup pour les gens dans le mouvement environnementaliste de nous arrêter de dire que on est en train de diluer la lutte pour sauver la planète parce que nous parlons de trop de choses. Moi, j'étais beaucoup inspirée, moi je finis là-dessus, par l'initiative et la capacité d'analyse des jeunes qui militent pour la justice climatique. Et je réfère par exemple au manif organisé par la Sève il y a 3 semaines. C'était une des premières actions où on reconnaît qu'on va battre
contre l'oppression de toutes les luttes ensemble. Et je pense que c'est là où il faut continuer la lutte. OK. Je te suis complètement, May. Franchement, la convergence des luttes, c'est ce qu'on espère créer et je sais ce qu'on voit qui est en train de se créer en ce moment. Les gens, surtout depuis le mouvement de justice climatique et son effervescence, voient en quel point il y a un potentiel incroyable dans cette lutte de converger les luttes. Oui, on était ensemble à cette manifestation et on a vu à combien les personnes, par exemple, sans statut, voyaient leur place dans ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on on essayera de faire dans les prochaines années, on espère. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ses impressions sur ce qui va être supporté? Oui, Olivia, je te vois déjà. Comment tu vois le succès de tes projets? Comment est-ce que tu vois les autres te c'est ça. OK. Excusez, là, je commence à être fatiguée. J'ai une grosse journée. Mais moi, dans le fond, je suis l'instigatrice de Young Indigenous Women Action. Puis, il y a vraiment un lien avec l'environnement puis les femmes autochtones. Puis ce que j'imagine dans quelques années plus tard, mon travail, pour moi, c'est vraiment important de passer par la guérison des peuples autochtones. Puis pour moi, ça passe par les femmes. Parce que j'ai l'impression que en tant que femme, en tant que porteuse de vie, en tant que mère, je vois les femmes comme des femmes terre. Je me sens comme la terre. Je peux donner la vie, je peux prendre soin de mon environnement. Puis pour ça, ça passe par la guérison. Puis la guérison va aussi passer par la décolonisation. Mais j'imagine des communautés guéries. J'imagine... Je m'excuse, hein, j'ai comme un coup de fatigue qui vient de me... Mais... je suis comme un blanc, là. On peut-tu revenir à moi dans pas long? Oui, j'allais te proposer, il n'y a pas de problème, on peut passer à quelqu'un d'autre. Puis si tu es fatigué, tu peux quitter aussi le webinaire, il n'y a aucun problème. On a terminé les questions de toute façon. Prends ça relax. Ah, mais par rapport aux alliés, genre, je pensais vraiment, OK, qu'avec mes années de militantisme dans les groupes environnementaux majoritairement blancs, là, en fait, c'était juste blanc, je pensais vraiment avoir construit des relations durables, puis je pensais vraiment que ces gens-là allaient supporter mon travail, mais malheureusement, j'ai l'impression que pour certaines de ces personnes-là, c'était un trip de gang de lutter pour l'environnement, puis que c'était pas durable. À travers ces années-là, je pense que j'ai 2, 3 alliés qui sont vraiment là pour m'aider, mais pas plus que ça. Ben, merci beaucoup de partager tes impressions. Puis on espère vraiment aussi, rely sur les alliés blancs qui sont déconstruits, qui comprennent bien c'est quoi le véritable allyship, comme May aussi l'avait partagé. Moi-même aussi, je reconnais que certaines personnes qui m'entourent, qui gravitent autour de moi, comprennent très, très bien leur positionnement et donnent vraiment beaucoup d'espoir pour le futur de cette lutte. Et sur ça, Olivia, je voulais juste encore mentionner que tu pouvais aller... je veux dire, la discussion en soi est très épuisante parce qu'il faut aller à travers tous ces traumas-là et on ne veut certainement pas épuiser davantage des personnes. Donc,
un grand merci à ta présence, puis tu peux quitter quand tu veux, évidemment, et n'importe quel autre conférencier aussi, conférencière. Donc, je tenais à mentionner ça. Est-ce que d'autres personnes veulent plonger sur cette dernière question avant qu'on passe aux questions des participants, participantes avec nous en ligne? Ben, peut-être rapidement. Moi, je suis, j'ai pas la même position que les mêmes panélistes, les autres panélistes, par rapport à l'expérience dans des groupes particulièrement dédiés à l'environnement. Moi, je suis une personne plutôt optimiste, mais sur les questions sociales et environnementales, je suis plutôt pessimiste, je dois vous dire. Je crois pas nécessairement, je pense pas que c'est le cas pour vous non plus, mais je crois pas nécessairement au grand soir. Je pense que s'il y a un espoir, si espoir il y a, c'est plutôt, en tout cas moi, ma position, c'est d'y aller par petits cercles, c'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir comprendre, partager, discuter de l'histoire, de nos conceptions du monde. Pour moi, ça se passe plus dans l'action, certes, mais aussi dans la tête, comment on change nos façons de percevoir, de comprendre les choses, de comprendre l'histoire aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, cet aspect-là est très important parce que comprendre cette histoire-là, ça nous permet aussi non seulement, c'est un peu cliché, mais de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais aussi de savoir qu'est-ce qui a marché, puis quel type de résistance sur quelle force on a de notre passé, de nos ancêtres, etc. Fait que pour moi, c'est plus ça, c'est un peu de consolider ces bases-là. Moi, je suis super intéressée aussi à l'histoire des relations des communautés noires en Amérique, dans les Amériques, face à l'environnement, les relations avec les peuples autochtones. Je pense que Ménélique en avait parlé tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à réfléchir à toute cette crise. Puis, pour finir dans le Kitten, je suis maman et mon grand espoir, c'est que mes enfants, leurs amis, puissent développer d'autres conceptions des relations avec les êtres humains, avec les humains, les non-humains, la Terre, etc. J'espère que quand je serai une personne âgée et sage, que mes enfants vont être ceux qui vont me challenger, puis qui vont être dans les manifs, puis qui vont aussi remettre en cause les choses, puis que ça va avancer comme ça. Voilà, mon espoir. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette note positive quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? J'ai même plus... je ne me rappelle même plus qui a parlé, qui n'a pas parlé. Je pense que tout le monde a parlé. Levez votre main si vous voulez parler. Il n'y a pas de problème. La discussion est encore ouverte. Sinon, on va passer... est-ce que Ménélique, tu avais la main? Non. Donc, on va passer aux questions des participants qui sont avec nous en ligne. Donc, je vais passer la parole aux membres de Climate Justice Montreal qui vont animer cette partie-là. J'aimerais remercier énormément les panélistes d'avoir eu cette discussion avec moi et tout le monde qui sont en ligne. Et aussi exprimer mon privilège d'avoir eu cette tâche-là de modérer ce panel. Donc là, sans plus tarder, je vais passer l'animation aux membres de CGM. Oui, alors bonsoir tout le monde. Vous êtes absolument pas obligé de rester si vous ne voulez pas. On comprend que vous avez déjà beaucoup donné de vous et honnêtement, je pense que tout le monde en ressort assez mouvementé.
pour dire, il y avait quelques questions qui ont carrément été répondues parce que ça fait partie de vos vécus. Il y en a une qui était posée pour le mouvement environnemental. Comme on l'a vu avec la grande marche de l'année passée, il y avait un icône qui était sorti pour les personnes de soi-disant Amérique du Nord. C'était la jeune Suédoise Greta Thunberg. Et moi-même, en tant que personne blanche, j'avais été un peu abasourdi par le succès qu'elle avait et comment ça avait déplacé même des figures locales de notaires comme Autumn Pelletier ou des jeunes femmes noires du soi-disant États-Unis. Est-ce que vous avez des perceptions ou est-ce que vous avez des pensées là-dessus avant que vous partiez? Ben, c'est ça, moi j'ai trouvé ça drôle que, tu sais, No Offense, elle avait genre 14, 15, 16 ans, mais, tu sais, traverser l'océan pour venir nous expliquer comment prendre soin de la planète, moi j'avais trouvé ça crazy au début, je me rappelle, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette résurgence? On a repris un bateau, on est venu ici, là, boom, là, everybody gives a fuck about the environment. Like, ça m'a juste pris par surprise. Thank God, je la respecte. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, you know. She continues her good work. Je lui enlève pas ça. Mais je pense que clairement, il y a eu plusieurs opportunités, puis je pense que ça devrait continuer qu'elle donne beaucoup, beaucoup plus d'espace, ben, qu'elle donne son team, d'espace aux personnes BIPOC partout où qu'elle va, même en Europe. Donc, voilà. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Moi, j'aimerais juste faire un petit commentaire parce que pendant cette manif, il y avait des... je dois saluer Greta pour le fait que en fait, apparemment, c'est elle qui a insisté que le manif soit mené par les premiers peuples. Donc, je pense que c'était c'était une bonne chose qu'on ait reconnu le leadership des peuples autochtones dans la lutte pour la justice climatique. Par contre, il y avait des incidences malheureusement racistes contre les peuples autochtones qui étaient dans le manif. Et encore une fois, il y avait des organisations environnementales qui ont pris vraiment beaucoup de temps avant d'adresser ces attaques racistes. Donc, ça, c'était vraiment malheureux. Une autre leçon que j'ai tirée est que le Québec aime beaucoup parler de comment on est le leader dans le mouvement environnemental. Et donc, tout le monde, on attendait, OK, wow, 500, un demi-million des Québécois et Québécois sont allés manifester pour la planète. OK, élection provinciale 2 mois après, est-ce que ça va traduire dans la volonté politique d'adresser les problèmes de la crise climatique? Et je pense que c'est là où on voit la nécessité d'avoir une approche intersectionnelle, intimement intersectionnelle, parce que malheureusement, la campagne politique était sur le dos des personnes racisées, les minorités religieuses, et moi, comme cynique, ce que mon remarque après, quand j'ai vu les résultats des élections, et que malheureusement, nous haïssons, je m'excuse, je vais être politiquement pas correct, mais ce que j'étais amère avec les résultats politiques, puis j'ai dit que malheureusement, je pense que nous haïssions plus les minorités religieuses que nous s'occupons de la planète. Donc ça, c'est juste, c'est ma réflexion là-dessus. Alors, merci beaucoup encore. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Il y a une dernière question. Après ça, on va passer à autre chose. Je voulais peut-être ajouter... Non, Denis, vas-y. Oui, excuse. Ben, oui, je voulais ajouter comme peut-être... ben, c'est sûr, je ne réinvente pas la roue. Là, je suis de la même opinion qui a été nommée, que comme c'était un peu out of the blue. Mais pour moi, Greta
pas elle en tant que telle, là, comme tu sais, comme Ménélique a dit, elle fait ce qu'elle peut et tout. Mais pour moi, le fait que son implication soulève autant de vagues, ça représente, ben, en tout cas, Greta en tant que phénomène, entre guillemets, représente deux choses à mes yeux. Puis, en premier lieu, ce qui est ma principale opinion, ça représente un peu pour lier avec ce que je disais plus tôt, à quel point c'est ça l'enjeu environnemental aux yeux de l'Occident. C'est la peur d'un futur qui ressemble à ce qu'on impose déjà à plein de communautés. Parce que, tu sais, c'est ça beaucoup l'image de Greta, tu sais, c'est une jeune qui est comme mon futur, qui est comme je gère mon futur, nan. Alors, je pense que c'est pour ça que ça a autant rejoint l'Occident, parce que là, c'est comme l'Occident était comme, mais non, mais on veut pas vivre les mêmes catastrophes qu'on impose à d'autres communautés, tu sais, donc fait que je pense que ça parle beaucoup en ce sens. Puis sinon, un autre point, c'est pas pour insister sur à quel point Greta est l'emblème de ce que je vais dire, mais je pense qu'elle-même. OK, là, excusez, c'est parce que je mets comme je mets comme des avertissements avant de dire mon point. Je vais dire mon point, puis après, je vais mettre les avertissements pour pas vous perdre. Dans le fond, ce que je dis des fois par rapport à Greta, c'est que, tu sais, quand on se questionne par rapport aux questions de genre et tout. Tu sais, puis un peu, encore une fois, un point que j'avais dit plus tôt, comme quoi ça peut être un burden. Tu sais, oui, c'est sûr que ça a été rempli d'opportunités pour Greta, puis ça, comme, tu sais, elle a fait la page de plein de magazines et tout, mais elle-même, elle le dit, comme « I should be in school ». Tu sais, comme, c'est pas quelque chose qui, à mon sens, devrait être trop glorifié non plus, dans le sens que la lutte environnementale, c'est surtout d'abord et avant tout un poids qu'on met sur des communautés. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Puis que même elle qui part, d'où les avertissements, même elle qui part d'une position vraiment privilégiée par rapport à d'autres, même elle le nomme. Tu sais, donc, je pense que, et clairement que d'habitude, c'est pas Greta que je vais mettre de l'avant quand je parle de comment que c'est un poids pour des communautés, surtout pour des femmes, tu sais, des femmes autochtones, Olivia l'a nommé plusieurs fois. Mais c'est pour dire à quel point même elle, elle le nomme comme I should be in school. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on nomme pas souvent, mais comme c'est un poids de devoir lutter pour sustainability. Fait que je pense que ça ne pas oublier ça. Oui. Justement, ça rapporte très bien dans la dernière question, si vous avez le temps. So, Naomi demande comment vous faites pour rester centré, stay grounded, et comment est-ce que les alliés peuvent vous soutenir dans votre processus de guérison? C'était un peu curieux comme question, c'est sûr, mais si vous voulez... OK. C'est pas obligé de répondre. OK. Oui. Mais je pense... Oh, excuse. Oh, Olivia? Ouais, moi, ça va être vraiment vite là, par rapport à Greta. Genre, j'ai pas compris vraiment pourquoi que, elle est devenue tant virale, puis pourquoi qu'on n'écoutait pas d'autres personnes qui se battent pour la même cause depuis vraiment longtemps. Après ça, je veux dire, elle a rien fait de mal, là. Tu sais, je me dis peut-être qu'elle a eu genre... ça fait longtemps dans ma tête, là, mais il me semble qu'il y a des hommes cis blancs là, qui étaient genre pas cool avec elle, puis que ça l'a vraiment fâché du monde, puis peut-être que ça l'a aidé à ce qu'elle soit connue. Anyway, moi, ce que je fais pour rester grounded, c'est je fais de l'art. Je vais sur mon territoire. Je fais sûr de ne pas oublier d'où je viens puis où je m'en vais à travers tout ça parce que c'est quand même exigeant de faire le travail qu'on fait. Puis l'autre question,
c'est comment que les gens peuvent être des bons alliés pour nous. Ben, Pour le processus de guérison. pour le processus de guérison. OK, je laisse quelqu'un d'autre parler, puis je pense à ça. Mais comme je dis, je À pense moins que tout le que... monde est fatigué. Si vous le sentez. Ouais. Si tu veux y aller, c'est bon. Moi, je peux parler pour Justice climatique Montréal en tant que groupe qui met les frontlines en premier. C'est comme Lourdeni a fait pour la retraite pour les femmes en santé. C'est d'essayer d'utiliser nos moyens, même si l'argent ne va pas absolument régler tout. Un transfert, une meilleure distribution, ceux qui, surtout pendant une pandémie, qui ont les moyens, qui ont le CERB, la PCU, qui peuvent redistribuer des montants de tout ça, c'est une bonne façon d'aider des personnes qui sont opprimées par les systèmes, d'avoir un souffle, d'essayer de prendre du respire, de peut-être se traiter dans un spa, peut-être aller voir leur propre territoire s'ils peuvent. Puis c'est pas toujours facile de le faire soi-même quand on fait partie de ces peuples-là. Dites-moi si j'ai pas raison, mais c'est définitivement, puis il y a une liste qu'on va donner où ce que les gens pourront faire des dons envers vos organismes respectifs pour contribuer à votre effervescence. Parce que s'il y a quelque chose qui est très subi dans les mouvements, c'est le burn-out. Et si on n'est pas là pour aider avec des relations plus profondes à avoir une énergie qui nous supporte entre nous-mêmes, je pense que on ne pourra pas aller trop loin non plus. Je sais qu'il y a personne qui veut répondre à ça. Sinon, on peut finir le webinaire tout simplement. C'était quoi déjà la question? Excuse-moi, j'ai un petit là. Oui. Comment est-ce que vous faites pour rester centré, stay grounded? Oui. Et comment est-ce que les alliés peuvent vous soutenir dans votre processus de guérison? Oui. Ben, pour le soutien, tu sais, c'est ça. Je pense que j'ai souligné un peu plus tôt quand je parlais de décolonial. Pour moi, c'est vraiment d'accepter l'inconfort et de briser un peu les codes de propriété et tout. L'exemple, mettons, par rapport à la retraite, on l'a fait dans le chalet d'une personne blanche qui nous a emprunté son chalet gratuitement. Tu sais, donc, c'est un exemple concret pour moi là, que les gens peuvent faire. Mais sinon, pour moi, de rester grounded, mais je pense que c'est autant personnellement, je rejoins Lupika, tu sais, je suis les arts, ça m'aide beaucoup. Mais aussi, maintenant, je me suis comme donné le nouveau défi dans les initiatives que je fais, de toujours m'assurer qu'il y a quelque chose qui va me faire du bien moi aussi. Donc, tu sais, là, la retraite, c'est comme le plus récent exemple. Fait que c'est pour ça que j'arrête pas d'en parler, mais comme, par exemple, durant la retraite, à la fin, on est resté un petit peu plus longtemps, puis on a vraiment profité de l'espace, on a été se baigner dans le lac, tu sais, comme, pour pas que mon souvenir de la retraite soit juste moi qui cours partout pour m'assurer que tout se passe bien, tu sais, de vraiment moi aussi, comme, me redonner à moi aussi, dans le fond. Fait que je pense, puis I guess que ça, c'est une balance aussi, si je peux me permettre là, de relancer ça à tout le monde sur le panel, que c'est important d'avoir parce que, I mean, I had a burnout, tu sais, fait comme ça se fait, là, se brûler, vous le savez déjà. Fait que je pense que c'est important de toujours se rappeler comment on peut se donner à soi aussi quand on donne. La guérison, ça passe aussi par avoir accès à des besoins basiques, genre d'être capable de combler nos besoins basiques, comme l'accès au logement dans beaucoup de communautés. En tout cas, dans le Nord, c'est vraiment intense comment les appartements sont surpeuplés. L'accès à de la nourriture qui ne coûte pas une fortune, de l'accès à de l'eau potable. Déjà, si on peut avoir des besoins basiques que tout le monde a accès, ça aiderait déjà beaucoup. Après ça, aller voir les groupes, communiquer avec
avec les communautés, si vous voulez les supporter. Faites vos recherches sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qui les groupes qui se battent, pourquoi, puis après ça, offrez-leur ce que vous pouvez. En tout cas, si vous voulez vous impliquer pour les femmes autochtones, vous pouvez envoyer un courriel à Young Indigenous Women Action @gmail.com et dire ce que vous pouvez offrir en termes de temps, de whatever. Donc, voilà. Est-ce que je peux juste dire quelque chose avant? Oui. Vas-y, May. J'aimerais juste prendre le temps, un petit moment, pour vraiment remercier les organisateurs, organisatrices et surtout Tasnim qui a fait une vraiment formidable animation. Et je sais que comme une femme qui porte le voile, méditer sur la scène québécoise, c'est tellement pas facile et que toi aussi, tu payes beaucoup un prix énorme. Et j'admire beaucoup ton courage de persévérer. Et je remercie à tout le monde ici qui m'a appris tellement de choses ce soir. Merci. All right. Merci beaucoup C'est une pour ce panel, pour l'animation. Merci à vous. Merci. Merci, mais tu m'émeus. Bon. Super. De la bonne joie. Alors, pour ceux qui restent dans notre attendance, vous pouvez faire un don. Le texte a été, les ressources et le texte a été mis dans le chat. Ça devrait marcher. Sinon, il y a aussi, bien sûr, d'autres façons de s'impliquer. Ici, on a 75 choses que les Blancs peuvent faire pour la justice raciale. Il y a aussi des livres comme 11 brefs essais contre le racisme où Alexandra Pierre, qui est ici avec nous, fait une excellente critique du mouvement communautaire. Il y a aussi Koué, je te salue, qui est une conversation entre Denis Élise Béchard et l'excellente Natacha Canapé-Fontaine. Aussi, d'autres livres qui sont plus pour être alliés pour les mouvements autochtones. Jen Gobi, qui lançait ce soir son livre More Powerful Together, a aussi un pamphlet gratuit que vous pouvez retrouver en ligne qui s'appelait Plus puissant unis. Il y a bien sûr la question du consentement préalable libre et éclairé, Météoralité sur les peuples autochtones, qui est un ouvrage de fond par Pierre Lepage qui démystifie toutes les critiques habituelles des peuples colonisés sur les peuples autochtones. La trousse d'outils pour allier aux luttes autochtones, faite par la communauté autochtone de Montréal, qui est un outil indispensable pour chaque personne. Et le manifeste des premiers peuples que vous pouvez retrouver dans la revue Liberté, mais qui est aussi disponible en ligne. Et écoutez, c'est tout un travail qu'on a à faire ensemble. C'est des engagements à long terme qu'il faut faire. Et il y aura d'autres webinaires ou workshops sur ces sujets-là. Cet enregistrement sera distribué à d'autres organismes qui vont s'en servir de façon en petits groupes pour créer des conversations. Et qu'est-ce qui est important pour aujourd'hui, je crois qu'on est d'accord, c'est d'amplifier les mouvements de libération des Noirs et de souveraineté autochtone, intégrer une analyse politique antiraciste dans votre travail et faites entendre la voix du BIPOC et compenser les personnes noires autochtones et racisées quand ils viennent participer à vos mouvements ou si vous voulez qu'ils participent à vos mouvements. C'est extrêmement important pour commencer à rétablir des relations égalitaires et commencer à piocher sur le racisme systémique qui, comparativement à ce que nos élus disent, existe bien et est perçu à travers le soi-disant Canada et le soi-disant Québec. Alors, je remercie tous les panélistes encore une fois pour leur temps et aussi à Tasnim pour ses efforts herculiens. Ça ne devrait pas dire herculien, c'est très colonisateur, désolé. Ses efforts, j'en ai pas les mots. Alors, je pense qu'on va clore ça maintenant. Je veux dire merci à tout le monde et que les liens pour ce soir vont être envoyés à tous pour faire des dons pour les organismes des gens et pour avoir les ressources. Alors,
Merci beaucoup encore à tout le monde. Bonsoir Tasnim, May, Lourdani, Alexandra, Olipika et Ménélique. Et à une prochaine en espérant. Merci Bye tout le beaucoup à monde. Nicolas qui a mis beaucoup d'efforts dans l'organisation, qui est un excellent allié blanc. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à tous ceux qui travaillent derrière les rideaux sur ce merveilleux événement. Bye, merci. Bye. Salut.